Bonsoir à tous, bienvenue dans cette session. Donc j'espère déjà que vous avez passé une très bonne journée. Et j'espère que vous avez passé 30 minutes, enfin 29 minutes et 51 secondes agréables avec moi. Et puis après, on pourra discuter par la suite si vous le souhaitez, bien entendu. Donc moi, je m'appelle Henrik Rexed. Il ne faut pas que je bouge, on m'a demandé de pas bouger, donc je ne bouge pas. Je m'appelle Henrik Rexed, je travaille chez Dynatrace en tant que Cloud Native Advocate. Avant Dynatrace, j'ai travaillé pendant plus de 15 ans en tant qu'ingénieur de performance. Donc la perf, c'est un peu quelque chose qui est toujours ancré dans le cœur. Et donc c'est pour ces raisons-là que je suis un des réalisateurs sur une chaîne podcast dédiée à la perf qui s'appelle PerfBytes. Donc si vous avez des problématiques de performance, on discute sur ces thématiques pour aider la communauté à s'améliorer dans le monde en général. En parallèle de cela, depuis juillet dernier, j'ai ouvert une chaîne YouTube qui s'appelle Is It Observable. Donc le concept est de fournir des tutos sur comment observer un système, comment collecter des logs convenablement. Donc tout ce qui est nouvelle technologie autour de l'observability dans le cloud, il y aura des tutos sur Is It Observable, tout ce qui est OpenTelemetry et autres. Et enfin, je fais partie de 3 tags chez CNCF, tag Observability, tag End User, et je suis assez actif sur la partie OpenTelemetry. Donc cette présentation, on devait la faire avec mon collègue Oleg, qui était un ancien community manager chez CloudBees, enfin anciennement Jenkins CloudBees. Il a rejoint récemment Dynatrace et il fait partie de CDF. Et puis c'est un membre qui gère la communauté sur Captain. C'est le produit qu'on va parler aujourd'hui. Donc malheureusement, il a des contraintes pour se déplacer au vu de la conjoncture politique actuelle, on va dire. Donc voilà, malheureusement, vous n'aurez que moi sur scène, et non Oleg, donc faudra s'y faire, les enfants. Alors, qu'est-ce que vous allez apprendre pendant ces 27 prochaines minutes? Plusieurs choses. Donc déjà, on va se baser sur un concept qui est la méthodologie SREs, donc qui se base sur 2 concepts de base, les SLI et les SLO. Donc SLI, on verra ce que c'est, et les SLO aussi. Donc on va déjà passer sur cette couche, même si peut-être vous connaissez déjà, mais on va peut-être refaire une couche de rappel. Par la suite, on va rappeler le fait que quand on met en œuvre cette méthodologie, il faut absolument avoir un niveau d'observabilité sur ces environnements. C'est très important, et on va rappeler les différents frameworks qui sont actuellement disponibles dans la communauté open source. Et ça nous permettra après d'enchaîner sur qu'est-ce que Captain, qu'est-ce qu'on peut en faire, et on fera une petite démo par la suite. Alors, commençons. Donc déjà, on va voir, on ne fait pas seulement du SREs, on en fait pour la simple et bonne raison qu'il y a ces 15-20 dernières années, on a énormément évolué en sein de la méthodologie de travail, notamment avec DevOps. Donc DevOps, c'est très bien, c'est essentiellement de la méthode, mais il manque des outils sur l'exploitation et l'utilisation en production. Pour s'assurer que nos applications sont viables, on a besoin d'outillage et de méthodologies claires et nettes et précises, et d'où l'intérêt de Google d'avoir créé cette méthodologie. Donc Google est les premiers à avoir mis en place cette méthode. Mais l'idée, pour rappeler, c'est que par le passé, on avait ce fameux mur entre la partie projet et la partie Ops. Donc on pouvait faire de la validation comme on le souhaitait, mais quand on passait en production, on avait toujours une validation différente. Pourquoi? Parce qu'il y avait clairement 2 objectifs différents. D'un côté, on veut s'assurer d'amener de l'innovation, on veut amener de la valeur pour les clients, et de l'autre côté, on veut s'assurer que la stabilité est là, que c'est fiable et qu'on se fasse réveiller au milieu de la nuit pour une application qui est un peu incertaine. Donc l'idée de DevOps, c'est justement d'améliorer cette communication entre les 2 mondes. Et pour cela, on va mettre ce qu'on appelle des objectifs en œuvre qui vont être dictés par les product owners. Et cette méthode, donc on va voir, c'est les SLA et les SLO. Donc on va mettre en place des objectifs qui vont être clairement établis, qui vont permettre de mesurer la disponibilité au vu d'un utilisateur lambda, la performance au vu d'un utilisateur, etc., etc. Donc on a différents critères et on va les suivre. D'ailleurs, par petite parenthèse, il y a les Golden Force Signals qui a été introduit par Google, qui vont rappeler les 4 KPI qu'il faut suivre, même quand on fait du CI/CD. Et donc, qu'est-ce que c'est un SLI et qu'est-ce que c'est un SLO? Donc un SLI, c'est un Service Level Indicator, donc c'est une métrique, mais en fait, ce n'est pas n'importe quelle métrique. C'est un ratio en réalité. Donc si on veut calculer un SLI qui a du sens, il faut compter le nombre d'événements positifs sur le total nombre d'événements,
et on va multiplier par 100 pour avoir un pourcentage. Donc si je prends un exemple bête, je veux calculer la vitesse, la performance de mon système. Je ne vais pas calculer, pour ça, je vais déterminer un seuil acceptable. On va dire par exemple 5 secondes, pour moi, on va dire que c'est tolérable. Donc je vais calculer le nombre de requêtes qui sont dans ce critère-là, divisé par le nombre de requêtes totales, multiplié par 100, et là j'aurai un ratio. Une fois que j'aurai ce ratio, on aura la capacité de faire un objectif aux phases de ce SLI. Donc l'objectif, c'est finalement de déterminer quel est le seuil d'acceptabilité qu'on a vis-à-vis de nos utilisateurs. Bien entendu, ça ne sert à rien de dire, moi, ce que je veux, c'est 99,9,9%. Parce que derrière, on en calcule un budget d'erreur qui va être un budget de maintenance pour gérer ses problèmes de production. Et donc, si on fait quelque chose qui n'est pas atteignable, on passe son temps à cramer le budget d'erreur, et puis du coup, finalement, ça ne sert à rien d'impliquer cette méthodologie. Autre concept de base qui est extrêmement important, c'est qu'il faut retirer toute tâche répétitive. Si on gère de la production, si on gère de l'applicatif, on doit gérer des tâches redondantes, surtout quand on a de l'exploit. Il y a énormément de tâches qui peuvent être automatisées. Donc il faut normalement, une journée type d'un SRE, c'est 50% je fais des tâches et 50% je fais du dev. Donc du dev, ça peut être du dev pour faciliter. Et dans un premier temps, on est à 50%, mais après, à terme, l'idée, c'est de réduire les tâches manuelles pour finalement en passer le moins possible et d'avoir 25%. Là, j'ai pris un exemple de 25%, mais l'idée, c'est de pouvoir réduire au maximum pour pouvoir réutiliser son temps pour faire de l'innovation, pour former des personnes, pour améliorer en manière générale la manière dont on gère ces applicatifs. Donc ça, c'était la petite couche de vernis pour rappeler ce qu'on était sur les SREs. Maintenant, on va regarder ce que c'est l'observabilité. L'observabilité, finalement, il y a quelques années, on appelait ça du monitoring. Sauf que le monitoring était assez, on va dire, archaïque et basique. L'observabilité, aujourd'hui, on va se baser sur plusieurs piliers. Et ces piliers vont dépendre en fonction de l'environnement, bien entendu. Le premier pilier qui est naturel chez nous, c'est la log. Quand on fait du dev, on a depuis le début, on a tendance à cracher de la log. Et cette log va nous permettre de comprendre énormément de choses sur ce qui se passe sur notre code. Donc le premier élément, c'est la log. Deuxième élément, c'est la métrique. On avait l'habitude de regarder la métrique. Mais la métrique qu'on avait l'habitude de voir, qui est très plate et qui ne veut rien dire, il faut la contextualiser pour amener du sens. Parce que c'est bien d'avoir des données, mais il faut les attacher à un environnement et à un contexte pour comprendre ce qui se passe. Enfin, on a la trace. Donc avec OpenTelemetry, c'est en train de se démocratiser. Il y a des outils du marché comme Dynatrace qui ont fait de la trace depuis le début, depuis 10 ans. Mais la trace, aujourd'hui, devient accessible à tout le monde. Et enfin, les événements. Donc les événements, qu'on prend un système comme Kubernetes. Kubernetes va générer énormément d'événements. Et ces événements vont être une ressource riche pour comprendre ce qui se passe et enfin d'améliorer l'analyse du problème. Donc CNCF, donc pour rappeler, c'est l'organisme qui gère tous les projets open source sur la partie cloud native. On a un certain nombre de projets associés à l'observabilité. Donc quand on regarde comme ça, on se dit « Oh, il y en a pas mal en fait ». Mais je ne sais pas si vous avez déjà regardé finalement le tableau de CNCF. Quand on regarde le tableau, on se dit « Ouf ». Ça devient vite le bazar, quoi. Et puis en plus, quand on rentre dedans, on se rend compte qu'il y a plein de dépendances et puis ça peut être très très indigeste. Donc on va faire juste une brève de rappel très rapide. Si vous voulez faire de l'observabilité en open source, il y a quelques frameworks à connaître. Donc on va commencer par le haut. Donc tout ce qui est en haut, c'est la couche de log. Donc Fluentd, qui est plutôt anciennement bare metal. Fluentbit, qui est plus orienté Kubernetes. Prometheus, bah, c'est un standard, vous le connaissez tous, je ne vais pas le rappeler. Thanos, pour rendre Prometheus un peu plus robuste, parce que Prometheus, il a des gros défauts. Jaeger pour la partie tracing, Cortex qui est devenu aussi un framework open source pour la partie tracing, et enfin Grafana pour la partie visualisation. Sur la gauche, derrière, on a des standards qui ont été mis en œuvre. Donc OpenTelemetry, c'est un standard, ce n'est pas une plateforme, c'est juste un standard pour uniformiser la création de mesures. Cloud Events, c'est une technologie, on va le voir tout à l'heure, qui permet d'échanger entre les systèmes d'une manière très pertinente. OpenMetric, finalement, c'est un peu la standardisation de la création de métriques, et Prometheus en fait partie. Et après, on a OpenSlow pour tout ce qui est standardisation de la définition de ses objectifs, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les SLI et les SLO, chaque outil va de son propre formalisme. Donc c'est bien d'avoir des standards pour faciliter finalement la mise en œuvre de ces méthodologies et éviter de suer ou passer des cauchemars à passer d'un outil à un autre, quoi. Comme là aujourd'hui, on va se baser sur Prometheus, je vais faire juste un bref rappel sur Prometheus, puisque on va en parler. Je ne connais pas
la connaissance de chacun sur le sujet, mais Prometheus, finalement, c'est un standard quand il s'agit de Kubernetes. Aujourd'hui, quand on a un cluster Kubernetes, on a forte chance qu'il y a forcément du Prometheus installé. Quand vous installez Prometheus, dans le monde, dans tout environnement, Prometheus va avoir en fait un serveur. Ce serveur a 3 éléments. Un premier, une couche qui va être en charge de récupérer de la métrique, parce que Prometheus, lui, ne fournit pas de métrique, il est juste là pour récupérer de la métrique produite par une application. Il y a une time series database, donc on va stocker cette métrique dans une time series database. Et enfin, il y a un serveur web qui permet de consulter les données qu'on a pu récolter. Mais généralement, on va exploiter Grafana qui va interagir avec le serveur web pour visualiser les données qui sont stockées dans Prometheus. Et enfin, le dernier composant, c'est l'Alert Manager qui permet de générer des alertes à base de PromQL. PromQL, petite parenthèse, c'est le langage de query de Prometheus. Sur la gauche, je vous ai juste mis, si vous installez Prometheus en mode avec l'opérateur du marché qui est disponible, vous allez avoir 3 exporteurs standards. Les exporteurs, ce sont les éléments qui produisent des métriques. Et donc, avec ces 3 exporteurs, généralement, vous avez une bonne compréhension et une bonne visualisation de ce qui se passe dans votre cluster. Donc, CubeSat Metric, notre exporteur, ici, Advisor. Mais Prometheus n'est pas limité à seulement Kubernetes. Aujourd'hui, on a des exporteurs. Tous les éditeurs fournissent un exporteur associé à leur solution. Donc ça peut être très bien de la base de données, du hardware. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a 10 ans, si on voulait surveiller un routeur Cisco ou un routeur, il fallait se mettre en trame SNMP. Il fallait trouver déjà l'expert qui dit hey, « tu sais configurer SNMP ». Alors là, c'était l'angoisse. Ça prenait une semaine déjà à avoir trouvé la bonne personne dans l'organisation. Et aujourd'hui, ce qui est génial, c'est que ces appliances, elles ont des exporteurs natifs. C'est qu'aujourd'hui, on a juste à avoir une requête HTTP, boum, on a les métriques. C'est quand même beaucoup plus simple. Et donc, j'en passe, il y a tellement d'exporteurs, et surtout dans tout ce qui est CI, tout ce qui est process d'automatisation, tous produisent des métriques. Donc, si vous voulez voir et mesurer l'efficacité de vos builds, tous les outils du marché qui sont du CI/CD produisent des exporteurs, et vous aurez la capacité de faire des dashboards. Donc, Prometheus est clairement partout. Donc, on va automatiser. Donc, on a vu qu'il faut absolument automatiser au maximum, parce qu'on va éviter les tâches répétitives. Donc pour ça, aujourd'hui, on fait tous du CI/CD. C'est devenu vraiment natif pour nous. Mais il y a un constat. C'est qu'aujourd'hui, tiens, je veux faire un pipeline. Donc j'ai des outils autour de moi, parce que je vais faire une toolchain DevOps. Donc je vais créer un pipeline, je vais connecter ces outils entre eux. J'ai investi un temps significatif. Et en fait, en réalité, quand on prend du recul, on se rend compte que c'est un vrai spaghetti. Pourquoi ? Parce qu'on a pris une brique que quelqu'un a créée dans son pipeline, on dit oh, c'est très bien ça, je vais le copier, je le colle, puis on prend un mois plus tard, on prend du recul, on se rend compte qu'il y a 30 projets qui l'ont. Un an plus tard, on se rend compte que quasiment tous les pipelines de l'organisation ont cette brique de code. Et après, il va falloir le maintenir ce truc-là. Donc ça devient très très lourd. Et donc pour cela, quand on a souhaité Dynatrace créer un framework open source, on s'est dit et si on mettait une plateforme qui permettait d'orchestrer tout d'une manière intelligente. Et pour ça, c'est Captain. Donc Captain, à la différence, c'est un framework qui va orchestrer et gérer l'automatisation à base d'événements, donc des cloud events qu'on a vu tout à l'heure. Donc on a vos applications, on a un control plane, et ce control plane, finalement, il va envoyer des événements à des applications qu'on souscrit à ces événements, et les applications vont faire leur travail. Et donc, en retour, Captain va être au courant, puisqu'il y aura un événement de dire « j'ai fini ma tâche, tu peux passer à l'étape suivante ». Donc avant, on avait ce maillage d'outils qu'on devait constituer au sein d'un pipeline. Ben là, on n'est plus tout dans cette logique-là. On a un control plane et on a des outils en bas et on va envoyer des événements. Et quand l'outil a souscrit à l'événement, il se réveille, il fait sa tâche et après, on passe à l'étape suivante. Donc Captain est un projet CNCF. On était sandbox, on est passé en incubation. On a un control plane, on a une command line, on a une couche de visualisation également. Et tout est basé sur cette approche SLO qu'on a vu tout à l'heure, SLA et SLO. Captain fait plusieurs choses, mais Captain va se baser sur des outils. Et quand on parle de l'évaluation prod ou en pipeline, quand on fait du test, on a besoin d'avoir un metric provider. Donc, on a un service qui s'appelle le Metric Provider qui va s'interfacer sur différents outils qui fournissent de la donnée. Donc, Prometheus en est un. Dynatrace en est un nécessairement, puisqu'on était les fondateurs du framework. Datadog également. Et on continue à ajouter plus en plus de Metric Provider.
Donc derrière, Captain va avoir géré la règle de quel est l'objectif. Il va interfacer vers celui qui produit la métrique, il va dire donne-moi tes métriques. Et derrière, on va évaluer si on atteint les objectifs ou non. Et après, on va pouvoir soit enclencher des tâches d'auto-rémédiation en production pour corriger quelque chose, passer un patch, notifier sur différents outils, donc Slack ou autre, pour dire tiens, il y a un problème, il faut faire quelque chose. Et donc, ça permet de faciliter l'automatisation. Donc, Captain va pouvoir déjà, quand on démarre sur Captain, on se dit bah, qu'est-ce que je veux comme use case? Parce qu'en fait, Captain peut faire plein de choses. Donc, on peut faire du progress delivery standard. Donc, je peux remplacer, si je veux, ma chaîne d'automatisation, mais ça va être coûteux de le faire, donc on n'est pas obligé de le faire. Soit on peut choisir un tiroir, donc on a ce qu'on appelle du quality gate. Donc, si j'ai, par exemple, j'ai des tests de perf ou des tests de sécu et j'ai envie d'avoir un vrai critère d'évaluation, donc là, je mets en place la quality gate de Captain, et Captain, va, avec un moteur de règles, va évaluer, va fournir un score, et vous pourrez se baser sur ce score pour déterminer si c'est safe ou unsafe. Après, on a tout ce qui est scénario de production, donc de tout ce qui est automatisation sur des tâches répétitives, ou on a aussi de la rémédiation. Donc si j'ai un problème de production, comme je l'ai dit, on peut déclencher quelque chose pour éviter cette anomalie. On va se baser sur de la configuration. Donc on a un fichier qui est standard, on va le voir tout à l'heure, c'est le shipyard, c'est ce qui définit un peu comment votre projet est articulé en termes d'environnement, en termes de plein de choses. Si on veut bénéficier de la quality gate et autres, on va se baser sur du SLI et du SLO. Et après, en fonction des différents scénarios, donc si on fait de la rémédiation, il faudra une rémédiation. Si on veut de l'automatisation, il faudra du workload, etc. Et après, on connecte les outils. Donc, on a un outil, cet outil va s'enregistrer dans Captain et il sera apte à recevoir des événements. Et à la fin, on a, donc c'est l'interface de Captain, va permettre de visualiser votre application, vos services dans les différents environnements, où ils sont, quels sont les scores, et on va pouvoir regarder nos KPI, comment ils se trouvent, et suivre ça en temps réel. Donc, ça c'est donc quand on fait du pur delivery, en fait, on peut commencer en dev, et puis si tout se passe bien, on passe en staging, tout se passe bien, on passe en prod directement. Donc on a vraiment cette notion de séquence d'automatisation qui passe d'un pas à l'autre. Et la détermination de passer d'une étape à une autre va se faire à chaque fois au travers des SLO que vous aurez pu déterminer dans vos projets. Captain est ouvert, donc c'est open source. Hein. Donc on a énormément d'intégrations disponibles soit sur GitHub, soit sur Artifact Hub. Vous pouvez très bien contribuer si vous le souhaitez. Si vous avez un outil en tête que nous n'avons pas créé d'intégration, vous êtes libre de le faire et participer à la communauté. Aujourd'hui, au-delà de créer sa propre intégration, on a également une interface REST API, une command line, et c'est en fait finalement la command line ou l'interface REST API va juste elle-même générer des événements Cloud Event qui vont déclencher une chaîne d'automatisation. Donc si vous n'avez pas forcément d'intégration, vous pouvez toujours, tiens, je veux utiliser juste la Quality Gate qui est présente dans Captain, donc je vais l'interfacer sur Jenkins ou sur GitLab ou autre chose, et là je bénéficierai de la fonctionnalité que Captain s'offre, qui est à disposition. Alors, petite démo. Donc là, j'ai fait une petite démo assez rapide parce qu'il nous reste 11 minutes 33 secondes. Et donc là, j'ai un cluster Kubernetes avec, j'ai déployé l'application de démonstration de Google qui s'appelle le Hipster Shop, renommé Online Boutique. J'ai mis dans ce cluster Prometheus et j'ai déployé Captain. Donc, Captain, petite parenthèse, se déploie que sur des clusters Kubernetes. Donc du coup, j'ai mis Captain avec justement le SLI provider de Prometheus. Donc finalement, j'ai un provider qui va s'interfacer sur Prometheus pour récupérer de la métrique. Et donc, du coup, le scénario, c'est que j'ai envie de lancer un test. Donc là, j'ai choisi de manière exprès un outil qui n'a pas d'intégration actuellement dans Captain. Parce qu'aujourd'hui, dans Captain, vous pouvez lancer du JMeter, vous pouvez lancer du Locust et du Neoload, mais on n'a pas les restes. Donc là, j'ai choisi K6. Et donc, vous allez voir que même sans intégration, j'ai la capacité d'automatiser et lancer des tests de performance sans effort. Alors, on va regarder ça. Première chose, on va commencer par l'interface graphique pour que ce soit un peu moins violent. Donc, voici l'interface de Captain. Donc, on commence. Ici, on a cette notion de créer un projet. Donc, j'ai un projet, donc là, Hipster Shop. Dans ce projet, je vais déterminer des environnements. Donc, je peux passer d'un environnement dev, staging, prod et autres.
Et dans ce projet, je peux avoir plusieurs services. Dans le cas de HipsterShop, donc là j'ai fait très simple, hein. Dans HipsterShop, en fait, il y a 11 microservices, donc j'aurais pu déterminer les 11 microservices, et ces 11 microservices auraient eu également leurs 11 environnements. Donc sur le dev, j'aurais eu des tests qui sont au niveau du service en tant que tel, et puis après en staging, j'aurais des tests plus d'intégration, et en prod, j'aurais des tests de plutôt grandeur nature. Donc là, j'ai fait simple, j'ai un projet avec un service qui s'appelle démo, donc on est assez simple. Et ce projet, en fait, Captain, normalement, quand vous définissez un projet et que vous voulez gérer tout avec Captain, vous allez rattacher derrière avec un serveur Git, puisque derrière, tout ce qui est déploiement, tout ce qui est mise à jour, Captain s'interface et mis à jour. Donc, il crée une branche par environnement, et donc vous aurez capable de suivre ce qui se passe sur vos environnements. Alors, comment ça se modélise? Parce que là, moi, j'ai utilisé essentiellement la ligne de commande, et pour créer cet environnement, j'ai créé un shipyard. Donc ça, c'est la première chose. Donc très bête, c'est un fichier YAML. Donc je lui dis, j'ai un shipyard pour le HipsterShop et j'ai un seul environnement. Donc ça, c'est basique. Staging. Et dedans, j'ai lancé des séquences. Donc les séquences, c'est qu'est-ce que je suis apte à faire sur cet environnement. Donc là, j'ai choisi de dire, on va faire une séquence de load test et on va faire une séquence d'évaluation. Donc après, jusqu'à là. Après, j'aurais pu faire une séquence de delivery, j'aurais pu faire plein de choses. Une fois que j'ai fait ça, j'ai décidé de démarrer mon automatisation en utilisant un des services qu'on a à disposition qui s'appelle le Job Executor. Donc là, j'ai un fichier config YAML qui va déterminer qu'est-ce que c'est ce job. Donc là, je lui dis, bah, tiens, tu vas lancer... donc là, je lui dis, tiens, je donne un nom à un événement. Donc là, je crée un nouvel événement dans Captain qui n'existe pas. Donc ça s'appelle le K6 Triggered. Et après, je lui dis comment lancer cet environnement. Donc là, je lui dis, bah, finalement, tu vas lancer une image que j'ai stockée, une image Docker, et tu as un certain nombre de variables d'environnement pour lancer ce test. Et donc, tout ce que Captain va faire, il va venir, il va lancer ce test pendant le laps dedans. Et après, si je souhaite, je peux lancer une évaluation pour évaluer si je suis en phase avec mes objectifs. Donc, pour définir ces objectifs, je vais définir deux choses. Des SLI, donc les services level indicateurs. Donc là, comme on est sur du Prometheus, je suis obligé de définir la PromQL. Donc, dans mon cas présent, moi, je n'ai pas inventé j'ai juste pris un dashboard Grafana que j'ai constitué. Une fois que j'étais à l'aise les métriques que j'avais dans Grafana, j'ai pris la PromQL avec le bon filtre qui m'intéressait. Et je suis revenu ici et j'ai mis la PromQL. Donc là, il n'y avait rien de compliqué. Après, si vous êtes sur du Dynatrace, en fait, on peut juste référer à un dashboard. Et en fait, Captain va se connecter, va prendre le dashboard, et tous les graphes que vous avez vont être considérés comme un indicateur. Et enfin, on a l'objectif. Donc là, j'ai défini quelle métrique je voulais récolter. Donc là, j'ai vu, par exemple, on avait une métrique qui s'appelait Response Times Main Page, Checkout et Product Page. Et donc là, je regarde le SLO. Donc là, pour chacun des indicateurs que j'ai définis, je vais définir mes critères pour être valide ou non valide. Et en fait, pour chaque indicateur que vous allez avoir un nombre de points. Donc, on peut avoir des indicateurs, des objectifs qui sont importants. Donc là, si cet objectif n'est pas atteignable, tout va échouer. Donc là, ça bloquera l'étape de votre build. Ou vous pouvez très bien mettre cet indicateur, il est 5 fois plus important que les autres. Donc du coup, cet indicateur a 5 fois plus de points que les autres indicateurs. Et donc à la fin, qu'est-ce qui se passe? On va mettre ici un score. Qu'est-ce qui va faire que je vais pouvoir passer à une étape suivante? Et pour ça, je vais définir un pourcentage. Donc du coup, on a un nombre de points total et on regarde si on a atteint ou pas le seuil associé. Donc là, si on revient là-dessus, comment on peut lancer cette automatisation? Donc plusieurs choses. On peut le faire soit, donc c'est pas super, mais on peut le faire très bien en passant sur l'interface de Captain et on va dire je vais lancer une séquence. Donc je peux faire une custom. Donc là c'est custom parce que je l'ai créé pour K6. Donc je fais next, je mets la séquence qui s'appelle le test et je lance. Et donc là lui il va déployer ce nouveau conteneur, il va faire la tâche qui va suivre, etc. Donc là jusque-là il n'y a pas de problème. On ne va pas attendre 10 minutes pour regarder la fin du test. On va regarder plutôt l'évaluation. Donc là j'ai une séquence qui a eu une évaluation. Donc là, je peux regarder mes différents objectifs. Donc jusqu'à hier, tout se passait mal parce que j'avais des problèmes sur mon environnement de démo. Et jusqu'à aujourd'hui, tout se passe bien parce que tout se passe bien.
Et donc là, on peut regarder les différentes valeurs de mes indicateurs. Et on voit qu'ici, j'ai un point, parce que là, j'ai pas mis de différence. Donc chaque mesure me rapporte. Là, j'ai que 3 indicateurs, donc c'est pas forcément j'ai 33 points pour chaque indicateur. Mais j'aurais pu très bien mettre qu'un indicateur était beaucoup plus important que l'autre. Et donc, j'aurais eu changé le scoring. Et donc, si j'avais passé en mode delivery, j'aurais eu à ce moment-là un score et j'aurais pu bloquer ou pas la release. Ça, c'est la manière graphique. Mais derrière, on peut très bien aussi utiliser l'API. L'API qui est ici. Et, oh non, c'est pas le bon. Ici, j'ai mis un exemple de payload. Donc là, j'ai créé un payload pour dire, finalement, je vais interagir avec Captain. J'ai une URL bien déterminée. J'envoie un HTTP post avec ce payload et Captain va lancer l'intégration. Donc si vous voulez l'intégrer avec Jenkins, c'est de cette manière-là qu'on fait généralement. Et enfin, la dernière manière de faire, c'est qu'on a aussi derrière, on a du Docker. On peut le faire soit avec notre command line, ou vous avez la capacité de faire aussi avec un Docker Run et avec notre CLI qui est embarqué dans un conteneur. Vous pouvez aussi lancer une tâche. Voilà, donc j'ai vu beaucoup de choses. Alors je ne sais pas si vous avez des questions. Juste petite, voilà, je vous rappelle, juste petite promotion avant qu'on passe sur la partie Q&A. Ma chaîne YouTube, c'est Easy Observable. Si vous voulez, donc j'ai mis le QR code pour le lien vers la chaîne YouTube. Et si vous avez des tutos en question, n'hésitez pas. J'espère avoir des feedbacks pour améliorer la qualité de la chaîne YouTube. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Alors Captain, aujourd'hui, il y a 2 manières. Donc le full open source, ça se déploie sur un cluster. Donc on installe la CLI sur son. On va l'interfacer avec le command line de kubectl pour interfacer avec Kubernetes. Et en fait, il va déployer tous les services associés. Et après, comme j'ai dit, avec la CLI, on peut créer les projets en mode command line, on peut créer les services, on peut créer les objectifs, on peut créer. Alors, on peut faire un cluster cube pour Kubernetes, pour Captain, et après, on peut faire ce qu'on appelle du remote. Donc, on peut interfacer avec un autre cluster et démarrer des séquences qui sont sur un autre cluster également. C'est un agent. Après, ce qu'on peut faire aussi, donc, on a une version, on va dire, commercialisée donc, chez Dynatrace qui s'appelle Cloud Automation, et ça embarque Captain dans Dynatrace, en fait. Donc là, c'est managé, c'est géré, c'est hosté, donc il y a plusieurs manières de faire. Alors moi, je l'ai fait pour un test de performance. Mais alors, du coup, les indicateurs sont liés à un test de performance, c'est ça. Là, dans mon cas présent, c'était pour illustrer un test de performance. Parce qu'en fait, quand on fait de l'automatisation sur un test de performance, ce qui ressort, les SLA, ça ne veut rien dire. Franchement, il faut être honnête. Donc, la seule manière d'avoir une vraie critère d'évaluation, c'est de mettre 15 règles sur la CPU, sur le réseau, sur le temps de réponse, sur la dispo. Et du coup, après, on met le poids qui va bien sur chacune des règles. Et là, on a un score. Au moins, quand ça passe, on peut dire bah, j'ai confiance. Par contre, si ça passe pas, on va analyser, quoi. Mais là, c'est un exemple. On peut faire des SLA et SLO sur des critères de sécu, sur plein de choses, quoi. Pas de questions ?